3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous présenter l'assaut de mon pote Edouard Choquet, dont je porte le t-shirt aujourd'hui, et d'organiser un petit concours avec eux en fin de vidéo, c'est de mon top 100 all-time qu'on va parler. Ouais, là je publie le deuxième tome, et je vais vous parler des places 80 à 61. Bon, je vais pas passer des heures à vous réexpliquer que mon objectif dans cette série, c'est d'apporter un regard complémentaire à celui des mecs de Trash Talk. Ouais, rendons à César ce qui appartient à César, c'est eux qui ont développé ce concept en premier sur YouTube en France. Je vais pas non plus disserter des heures sur le fait que le niveau sur le terrain, mais aussi le palmarès d'un joueur sont incontournables pour rentrer dans mon top. Mais ce ne sont pas les seuls qui sont pris en compte. La légende, le charisme, l'héritage, l'influence rentrent aussi en jeu. Et enfin, je ne vais pas vous répondre un pavé pour vous expliquer que ce top est fait de la manière la plus subjectivement objective possible. Ouais, personne ne sera jamais d'accord sur ce genre de classement et chacun aura un top différent en fonction de sa sensibilité et du regard qu'il apporte sur le basket. Donc voilà, je n'ai absolument pas la prétention de vous dire que je détiens la vérité. Je vous présente juste mon top, le mien, en essayant d'éviter les blasphèmes. J'ai fait ça en fonction de qui je suis, en fonction de ce qui me paraissait logique, et sachez que chaque place a été mûrement réfléchie. Bref, si on fait un bilan, retenez surtout que ce top, vous pouvez le suivre quotidiennement sur Instagram et que tous les détails concernant son élaboration, vous pouvez le retrouver dans ma première vidéo, celle qui présente les places 100 à 81. Là-dedans, vous trouverez également la légende de tous les pictos que je vais utiliser par la suite. C'est essentiel, donc j'y tiens à commencer par celle-là, où allez au moins jeter un œil à l'intro. À la demande de plusieurs, j'affiche juste un nouveau picto que je n'utilisais pas jusque-là. Vous le voyez là-haut, il représente les titres remportés à la fac en NCAA. Bien sûr, ça a son importance dans la fame d'un joueur et c'est vrai que c'était dommage que je n'affiche pas ça. Mais vous inquiétez pas, dans ma tête, c'était déjà pris en compte. En tout cas, histoire de vous permettre de vous remettre dans le bain, voici le récap des 20 premières places que j'ai déjà dévoilées. Je suis assez content, ça a soulevé pas mal de débats, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et franchement, quand vous êtes prêts à confronter vos arguments intelligemment, je kiffe vous lire dans les coms. Là, ce qui est assez cool, c'est qu'il va y avoir matière à débat sur cet opus, j'en suis sûr. Vous imaginez même pas la tonne de messages que je reçois sur Insta pour justifier tel ou tel choix. Et je dois dire que ces 20 là ont battu des records. Vous êtes tous hyper cool et j'adore discuter NBA avec vous. C'est assez fou ce que ce top 100 all-time m'apporte en termes de proximité. Enfin bon, voilà, vous avez compris, je kiffe vraiment la faire cette série. Et si ça vous plaît pas, peu importe, il y a vraiment un kiff personnel dans l'idée de vous faire un portrait des 100 meilleurs joueurs selon moi. Alors let's go, c'est l'heure de vous présenter les places 80 à 61 de mon top 100 all-time 2020. On commence avec Sidney Moncrief à la place 80. Le mec, on le connaît d'abord pour sa défense. Ses mains étaient constamment actives et ce n'est pas par hasard qu'il a remporté par 2 fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Mais en vrai, il était surtout un arrière ultra polyvalent, complètement capable d'assumer sa vingtaine de points par rencontre. Dans les accomplissements cool, la saison 1981-1982. Moncrief, malgré les présences de Marques Johnson et Bob Lanier chez les Bucks, termina la campagne meilleur marqueur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de sa team. Pas mal non, la citation de Michael Jordan à son sujet est d'ailleurs très juste. Lorsque vous jouez contre Moncrief, vous êtes bon pour un soir de all-around basketball. Il vous poursuivra partout où vous irez, aux deux extrémités du terrain. Ouais, c'était ça Sidney Moncrief. Niveau collectif, il n'a jamais manqué les playoffs de toute sa carrière. Il a atteint à 2 reprises les finales de conférence, mais malheureusement, il n'a jamais réussi à dépasser ce stade. Il pourra néanmoins avoir la fierté d'avoir fait des Bucks durant les 80s, l'équipe au 3e meilleur bilan de la NBA derrière les Lakers et les Celtics. Réputé pour son mental et pour sa ténacité, notons pour finir qu'il a joué toute sa vie avec une maladie dégénérative au genou qui, selon les médecins, lui donnait peu de chances de faire carrière. Malgré ça, jusqu'à ses 30 ans, il a clairement fait partie de cette élite qui dominait la ligue. Qui sait jusqu'où il aurait pu aller avec des articulations en bonne santé. Place maintenant à Dwight Howard pour la place 79. Là déjà, il y a eu quelques secousses sur Insta. Beaucoup d'entre vous trouvaient que je l'avais classé bien trop haut, mais n'êtes-vous pas aveuglé par la fin de sa carrière? Déjà, regardez là-haut tout ce qu'il a remporté et rappelez-vous de son niveau à Orlando. Drafté directement avec le premier choix à sa sortie du lycée, Dwight à 19 ans est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à terminer une saison en double-double. Et le truc le plus ouf, c'est qu'il a continué à ce rythme jusqu'en 2018. Ouais, 14 saisons de suite en double-double, c'est complètement dingue. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il portait le maillot du Magic, le pivot était un franchise player en puissance, capable de porter son équipe jusqu'au final NBA en 2009. Lors des matchs importants, il pouvait aussi sortir d'énormes perfs, à 46 points et 19 rebonds, comme ce fut le cas lors des playoffs 2011. Mais je ne serais pas complet si je ne parlais pas de sa défense. Ah oui, sa défense, tiens. Entre 2009 et 2011, Dwight dominait toute la ligue de ce côté-là. Le gars glanait 3 trophées consécutifs de meilleur défenseur de l'année, puis 5 fois meilleur rebondeur de la ligue, 2 fois meilleur contreur, 8 fois All-NBA, c'est huge. Dommage que sa mésentente avec Kobe
Kobe aux Lakers est un peu terni sa réputation alors qu'il souffrait du dos. Mais peu importe, au vu de tout ce qu'il a accompli, j'assume clairement une 79e place pour Dwight Howard. Place pour la 78e place à un joueur que j'aime beaucoup, Grant Hill. Je me rappelle encore tellement bien de ces filas qu'il avait au pied et de la pub Sprite qui passait à la télé. Aïe aïe aïe, sans ses foutues blessures, je suis persuadé que le gars aurait pu viser un top 25. Son arrivée en NBA, elle est folle. Grant Hill vient de remporter 2 titres universitaires avec Duke, se fait drafter avec le pick numéro 3 par les Pistons et devient le premier rookie de l'histoire à arriver en tête des votes pour le All-Star Game. Je sais pas si vous voyez le délire. Le mec est ultra complet, il sort des saisons à plus de 9 rebonds et 7 passes par match, d'autres à plus de 25 points, c'est juste incroyable. Son level était ouf et dans les années 90 à Détroit, tout était fait pour qu'il prenne la relève des bad boys dans un profil tout à fait différent. Ouais, Grant Hill, au contraire de ses prédécesseurs, affichait toujours un sourire légendaire et jouait avec une classe immense. Puis place au drame, un départ au Magic et surtout une foutue blessure à la cheville. Normalement, une opération bénigne suffit dans ces cas-là, mais là, tout ne se passe pas comme prévu. 2 jours après l'opération, l'ailier attrape 40 de fièvre et repasse en urgence sur la table. Il avait chopé un staphylocoque ayant complètement infecté son articulation. Les rechutes furent ensuite nombreuses et sur les 4 saisons suivantes, il ne jouera que 47 rencontres sur 328 possibles. Même si en fin de carrière, l'ailier retrouvera un rôle de joueur très intelligent avec un physique bien retapé par le staff des Suns, on ne peut que garder un goût d'inachevé concernant Grant Hill. Le gars, par ses qualités athlétiques et son agilité, aurait clairement pu devenir le digne successeur de Michael Jordan. Parlons maintenant de Artis Gilmore que je classe 77ème. Bon, pourtant j'avoue que là-haut ça peut paraître un peu vide. Bah ouais, j'ai décidé de ne pas afficher les perfs en ABA, même si dans ma tête elles ont une certaine valeur pour élaborer mon classement. Puis il faut dire que même si elles sont pas là-haut, celles d'Artis dans cette ligue, impossible de passer à côté, c'est du lourd. Rookie of the Year et MVP la même année, champion quelques années plus tard, des saisons à plus de 24 points, d'autres à plus de 18 rebonds. Dommage qu'il n'ait pas tout à fait eu la même réussite en NBA. Le pivot aurait pu se classer bien plus haut dans mon top 100 si ça avait été le cas. Malheureusement, malgré plusieurs tentatives et plusieurs participations aux finales de conférence notamment, il n'a jamais été suffisamment bien entouré pour pouvoir espérer remporter un titre. Notons quand même qu'en ABA ou en NBA, le gars de 2,20 m n'a jamais manqué une rencontre de saison régulière jusqu'à ses 30 ans, un exploit pour un tel gabarit. Toute sa vie, il a maintenu une condition physique de fer et ce n'est clairement pas étranger à sa légende. Pour la suite et la place numéro 76, parlons de Paul Arizin, une légende de Philadelphie. Rappelez-vous de cette époque lointaine où les Warriors évoluaient dans la ville de l'amour fraternel. Bon, j'avoue ça date, même moi j'étais pas né. Mais là on va vraiment parler d'un local. Né à Philly, Arizin est vite devenu une star du basket universitaire en portant les couleurs de la fac de Villanova. Un jour il mit jusqu'à 85 points dans un seul et même match. Vous pouvez vous en douter, dans les 50s, il est donc logiquement devenu une légende de la NBA. Son association avec Neil Johnston lui permet même de remporter un titre en 1956. Excellent scoreur, il fait partie de ceux qui ont popularisé le jump shoot et du haut de son 1m96, il était le premier à s'écarter pour balancer des pull-ups afin de désembouteiller la peinture. Notons pour la petite anecdote qu'il est issu d'une famille franco-irlandaise et qu'entre 1952 et 1954, il dut interrompre sa carrière NBA pour aller faire son service militaire chez les Marines. Dommage, à ce moment-là, Arizin venait de finir meilleur scoreur de la NBA mais aussi joueur le plus adroit. Mais bon, ça ne l'a pas empêché par la suite de faire son retour en maintenant un niveau tout aussi exceptionnel. Quel talent franchement. Pour la place numéro 75, parlons d'un gars qui a fait parler sur Insta. Ouais, j'offre seulement la place 75 à Pau Gasol et ça en a fait parler certains. J'avoue, c'est vrai, son level est ouf. Le gars a remporté 2 titres et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket FIBA, a été élu Rookie of the Year et aurait même mérité pour certains de remporter le trophée de MVP des finales en 2010. Bon, chacun son avis là-dessus, perso c'est pas le mien, MVP des finales ça se décerne pas que sur un Game 7. Mais bref, tout ça montre clairement que Pau Gasol est une légende et que ce n'est pas pour rien qu'il apparaît dans mon top 100. Pas de place pour les randoms ici de toute façon. Mais écoutez-moi bien, voilà pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut. Déjà, comme on l'a dit, son palmarès FIBA est ouf, je ne peux pas dire le contraire. Mais pour moi, il n'est pas complet, il souffre de ne jamais avoir remporté l'or olympique. Bon, on ne peut pas lui en vouloir vu le niveau des Américains à chaque fois en face, mais moi, ça me laisse un petit goût d'inachevé quand même. Ensuite, même s'il a remporté 2 bagues avec les Lakers, difficile de ne pas dire que c'était la team de Kobe, voire de Phil Jackson avant tout. Gasol était primordial lui aussi et a clairement aidé les Lakers à retrouver les sommets, mais je ne peux pas dire qu'il était un franchise player à l'époque. Et justement, lorsqu'il a été go-to guy en début de carrière à Memphis, il n'a jamais remporté un seul match de playoff. 3 sweeps de suite entre 2004 et 2006, ça pose question quand même, surtout lorsque l'on a été entouré par de bons soldats comme Shane Battier, Mike Miller, James Posey ou encore Bonzi Wells. Alors voilà, je ne veux vraiment rien lui enlever, ne me faites pas mentir. Son jeu au poste faisait saliver et l'Espagnol était une vraie machine à double-double. Mais vu que tout le monde semble conscient des exploits qu'il a réalisés qui, il est vrai, sont énormes, je tenais aussi à porter quelques limites dans sa carrière qui moi me semblent importantes. Voilà pourquoi la place 75 me semble justifiée pour la
légende Ibert. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez les noms que j'ai déjà cités et qui se situent derrière lui. Je trouve ça déjà complètement énorme de pouvoir se retrouver devant eux. Vient maintenant pour la 74e place un gars qui m'a fait kiffer, Dikembe Mutombo, l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire. Son finger wag est juste devenu mythique. Puis bon, ne le limitons pas qu'à ce geste, il est le seul all-time avec Ben Wallace à avoir cumulé 4 trophées de défenseur de l'année dans sa carrière, c'est énorme. Mais contrairement au pivot de Détroit, le pivot congolais, lui, fut un vrai franchise player, que ce soit à Denver ou même à Atlanta. Collectivement, il fut à la tête de l'un des plus gros upsets de l'histoire quand en 1994, les Nuggets sortirent les Sonics premiers au first round. Sur la série, le gars a tourné à un gros double-double de moyenne, mais a aussi ajouté plus de 6 contres par match, le moment est légendaire. Si l'on parle de chiffres d'ailleurs, Dikembe a pu finir 4 fois meilleur contreur, mais aussi 2 fois meilleur rebondeur de la ligue. Il a joué jusqu'à 42 ans et sa longévité est impressionnante. À 34 ans, sous le maillot des Sixers, il terminait une nouvelle fois Defensive Player of the Year, et même s'il ne put pas faire grand chose en finale face au Shaq, son arrivée à Philly en cours de saison eut un impact hallucinant. Je veux noter pour finir que le pivot fut l'un des joueurs les plus impliqués de l'histoire au niveau caritatif. Exemple quand en 2009, il ouvre un hôpital à Kinshasa en y investissant pas moins de 15 millions de dollars. Il a même eu sa signature chou chez Adidas, et je me rappelle de ses pairs avec beaucoup de nostalgie. C'est ouf ce parcours quand on sait qu'il n'a découvert le basket qu'à 18 ans. Voici l'heure de parler du numéro 73 et d'évoquer un autre pivot, Bob Lanier. Et pourtant, sa saison rookie ne fut pas vraiment à la hauteur des attentes. Faut dire que quelques semaines avant sa draft, le gars s'était explosé le genou lors de la March Madness, et il aurait probablement dû prendre une année sabbatique par la suite. Mais la pression était trop forte. Par contre, malgré des résidus de douleur dans son articulation, dès sa saison sophomore, Lanier a montré qui il était. 25,7 points et 14,2 rebonds de moyenne. Boum! À l'aise des deux côtés du terrain et très habile avec son petit hook shot, on se rendit vite compte que le bonhomme était fait pour dominer. Malheureusement, son genou l'a gêné toute sa carrière et Lanier expliquait que son articulation doublait de volume après chaque match. Ça ne l'a pas empêché d'être 8 fois All-Star et de compiler des chiffres incroyables. Après, il lui manque potentiellement de longs parcours en playoff pour être classé plus haut. Ouais, malgré un excellent trio à Milwaukee composé de Lanier, Moncrief et Marques Johnson, l'équipe fut bien trop souvent stoppée dans son élan par les Sixers ou les Celtics. Petite anecdote, la légende raconte que Bob kiffait prendre le temps d'aller fumer sa clope à la mi-temps de chaque match. Karim Abdul-Jabbar expliquait alors que le faire courir en deuxième mi-temps était clairement le meilleur moyen de l'essouffler et de le limiter. Malin comme technique. On enchaîne pour la place 72 avec un magicien, Pete Maravich. Le mec avait une telle aisance, il était un véritable esthète capable d'enchaîner dribble croisé et passe dans le dos bien avant l'apparition de l'époque Showtime. Avec sa tête de hippie, il pouvait prendre le dessus sur n'importe lequel de ses vis-à-vis grâce à sa dextérité en mode old school. Franchement, regardez ses highlights sur YouTube si vous ne maîtrisez pas sa carrière, c'est juste kiffant. Mais Maravich, bien sûr, n'était pas qu'un showman. Star de la fac de LSU, le gars a conclu chacune de ses 4 saisons universitaires sur des moyennes supérieures à 40 points par rencontre. Il a scoré 3667 points en 4 ans. Cela fait de lui, encore aujourd'hui, le scoreur le plus prolifique que la NCAA n'ait jamais connu. En NBA, évidemment, il continue sur le même rythme. En 1977, Pistol Pete termine meilleur scoreur de la ligue et compile plus de 31 points de moyenne par rencontre. Ajoute à ça lors de la même campagne plus de 5 rebonds et plus de 5 passes par rencontre et tu comprends vite le niveau du gars. Dommage que lui non plus n'ait jamais connu de long parcours en playoff. Mais bon, ce que l'on retiendra, c'est que le mec était un obsessionnel incompris qui ne savait pas s'arrêter. Il s'entraînait jusqu'à en avoir les mains en sang, était obnubilé par une potentielle invasion d'aliens, mais aussi picolé jusqu'à en finir complètement amoché. Ouais, régulièrement, il se retrouvait mêlé à de grosses bastons dont il ne se souvenait même pas le lendemain. Ce penchant pour l'alcool l'a probablement conduit à sa perte d'ailleurs, lorsqu'à 40 ans, il décéda d'une crise cardiaque lors d'un pick-up game. C'est triste, mais se dire que toutes ces perfs, il les a probablement réalisées avec la gueule de bois, ça rajoute sûrement encore à sa légende. Restons dans le old school maintenant et faisons un tour vers les 60s pour la 71e place. Alors parlons du nom de Jerry Lucas. Coéquipier d'Oscar Robertson chez les Royals de Cincinnati, c'est là qu'il a commencé à briller. 17 points et 17 rebonds pour sa première saison, il n'en fallait pas plus pour remporter le trophée de rookie de l'année et enchaîner 2 campagnes à plus de 20 points et de 20 rebonds par la suite. Bon, faut dire aussi que le gars avait un sacré palmarès avant d'arriver dans la grande ligue. Un trophée en NCAA, 2 titres de MOP du Final Four, une médaille d'or olympique, ça pèse déjà lourd quand même. Petite anecdote croustillante, lorsque Lucas fut drafté par les Royals, il refusa de signer son premier contrat NBA. Ouais, une équipe d'ABL, une ligue mineure, les Cleveland Pipers, lui proposait une offre financièrement bien supérieure. Sauf que d'un coup, avec Lucas dans sa team, le propriétaire des Pipers se sentit suffisamment bon pour rejoindre la NBA. Il a essayé, il a eu des problèmes. Son idée créa un gros marasme avec les Royals qui revendiquaient les droits sur le joueur et obtinrent finalement gain de cause. Normal, j'ai envie de dire. Mais en fait, à cause de cette guéguerre et de ces histoires de contrat, Lucas ne put pas du tout prendre part à un seul match de la saison 1962-1963. Et ça, franchement, c'est dommage. Mais peu importe, l'intérieur marqua la ligue par ses chiffres, ses rebonds, mais
surtout son adresse de loin incroyable pour une époque qui ne connaissait pas la ligne à 3 points. Niveau palmarès, le gars remporta l'un des 2 seuls titres des Knicks en 1973. Gagner une bague à New York, ça a forcément un impact. Notons pour conclure qu'il restera l'un des joueurs les plus intrigants que la ligue n'ait jamais rencontré. Le mec avait un cerveau hors norme, était capable de se remémorer de n'importe quel nom se situant dans l'une des 160 premières pages de l'annuaire de New York et avait même développé un langage secret pour communiquer sur le terrain avec son pote Bill Bradley. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement ouf. Tout ça en ajoute encore à sa légende. Allez, on rentre dans le top 70 maintenant, et le premier que je nomme, c'est Adrian Dantley. Véritable journeyman, le mec a connu 7 équipes dans une carrière longue de 15 saisons. Médaillé d'or et meilleur scoreur de sa sélection lors des JO 1976, il a ensuite enchaîné avec un trophée de Rookie of the Year sous les couleurs des Buffalo Braves. C'est cependant du côté du Jazz qu'il a le plus marqué les esprits. Bah ouais, là-bas il a enchaîné 4 saisons de suite à plus de 30 points par match, tout en terminant 2 fois meilleur scoreur de la ligue. Du haut de son mètre 96, Dantley pouvait doser tout le monde en 1 contre 1 et était même capable d'aller chatouiller les big men dans la peinture. Notons également qu'en fin de carrière, il appartenait à cette redoutable équipe des Bad Boys de Détroit qui en 1988 s'inclinèrent en 7 matchs lors des finales face aux Lakers. Malgré les présences de gars comme Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer ou Vinnie Johnson, c'était bel et bien Dantley le meilleur scoreur de cette team. Dommage qu'en 1989, il fut transféré vers Dallas car visiblement le courant ne passait pas avec Isaiah Thomas. Une histoire de jalousie possible. Thomas obtenait la plupart des tickets shoot et pourtant Dantley scorait plus que lui. Quoi qu'il en soit, cela a valu à AD de louper 2 titres consécutifs remporté par les Pistons par la suite. Vous imaginez bien qu'avec 2 bagues dans son bagage, il aurait clairement pu viser plus haut dans ce top 100 all-time. Pour la place numéro 69, je vous présente l'homme que l'on nomme Vince Carter, une véritable légende. Quoi si bas, ça je l'ai clairement lu sur Instagram. Et je vous comprends, il a marqué les esprits grâce à sa longévité notamment, mais aussi ses dunks en très haute altitude. D'ailleurs au départ je tenais à le récompenser pour sa carrière, 22 saisons au plus haut niveau, c'est complètement dingue. Mais soyons honnêtes, sur le terrain, voici déjà une bonne dizaine d'années que le niveau de Vici régresse considérablement. Jamais en fait il n'a été aussi bon que lors de son début de carrière avec Toronto, endroit où dès sa saison sophomore, Air Canada était capable de compiler plus de 25 points par match. Mais finalement je trouve que 9 participations aux playoffs et aucune accession en finale malgré des équipes qui valaient le coup, ça fait un peu ledge pour un parcours de 22 ans. Niveau individuel c'est pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent à part son trophée de Rookie of the Year. Mais bon, ne soyons pas complètement négatifs non plus. Déjà Vince Carter est champion olympique grâce à sa campagne à Sydney en 2000 qui s'est terminée face à la France. Ok, il est aussi devenu l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Toronto, pas mal. Mais surtout il est un mythe de la ligue qui nous a offert en 2000 l'un des plus extraordinaires concours de dunk de l'histoire NBA, mythique. Notons pour finir qu'en dehors des parquets, le gars c'est Clark Kent. Impliqué lui aussi dans plusieurs œuvres caritatives, Carter est un homme souriant, bien élevé, mais aussi virtuose du saxophone. Son passage en NBA fut des plus marquants, et c'est bel et bien pour toutes ces raisons qu'il intègre mon top 70. Let's go pour la place 68 attribuée à Robert Parrish. Beaucoup le voient seulement comme un role player ayant profité des présences de superstars dans ses équipes pour remporter des titres. Mais vous êtes fous quoi. Bien sûr, ses 3 premiers titres, il les a remporté avec Larry Bird et le 4e en fin de carrière ce fut avec Michael Jordan. Mais croyez-moi, Robert Parrish était bien plus qu'un simple faire-valoir. Pour vous en convaincre, regardez ses chiffres lors de sa première saison à Boston. 21 points, 11 rebonds, 4 contres, soit la meilleure moyenne en NBA, cette saison-là c'est du lourd. En fait, le gars était d'une polyvalence extrême. Très rapide, malgré ses 2m16, il pouvait aussi bien défendre que courir en contre-attaque. Ajoutons qu'il avait également un shoot suffisamment efficace pour pouvoir s'écarter du panier. Les armes, il les avait. The Chief, surnom qui lui a été donné en référence au personnage de l'Indien silencieux dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, a toujours montré un caractère renfermé, voire froid. Mais quel sentiment de calme et de puissance à la fois il dégageait sur un parquet. C'est ouf, il était un peu comme la colonne vertébrale des Seas sur laquelle Larry Bird et Kevin McHale pouvaient s'appuyer pour briller. Notons pour finir qu'il était à ce jour le joueur le plus âgé à avoir remporté un titre en NBA. Ouais, le gars a soulevé le trophée avec Chicago à quasiment 44 ans. Bon, faut dire que son travail, sa rigueur, sa pratique du kung-fu, mais aussi son régime alimentaire sans viande et sans alcool ont vraiment dû l'aider à conserver un corps en bonne santé. Ça pour moi, ça mérite clairement aussi d'être mis en valeur. Mais bon, pas besoin d'en dire plus, je pense, j'espère que je vous ai convaincu. Faites-moi confiance, The Chief est clairement plus qu'un simple faire-valoir. En numéro 67, parlons de Tracy McGrady, que j'ai décidé de mettre 2 places plus haut que son cousin Vince Carter. En vrai, pour moi, ça a été assez chaud de départager les deux. Ce qui m'a décidé à faire pencher la balance du côté de T-Mac plutôt, c'est la hauteur de son prime. Le mec, à sa sortie du lycée, a connu une ascension fulgurante. Il a remporté le trophée de MIP, a fini meilleur scoreur de la saison 2 fois sous le
maillot du Magic et est ensuite devenu le leader des Rockets. Au début des années 2000, il était le seul qui pouvait rivaliser avec Kobe niveau scoring. Il était un casse-tête aussi adroit qu'athlétique pour toutes les défenses qu'il rencontrait. D'ailleurs, ces fameux 13 points en 35 secondes pour revenir au score et battre les Spurs en 2004 sont clairement restés dans les mémoires de tous ceux qui ont vécu ce moment de clutch légendaire. Ça aussi, si vous l'avez manqué, dépêchez-vous de trouver ça sur YouTube. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'en tant que franchise player, il n'a jamais remporté un tour de playoff, passant généralement tout près et s'inclinant à chaque fois en 6 ou 7 rencontres. Alors ok, après il est allé en finale NBA avec les Spurs en 2013. Mais au final, cette année-là, il avait passé toute la saison en Chine et n'avait disputé en tout et pour tout que 14 minutes sur le parquet dans cette série. Difficile donc de lui attribuer réellement cet accomplissement. Ce que je retiendrai, c'est que T-Mac était clairement l'un des meilleurs scoreurs de son époque et m'a fait passer des nuits blanches épiques. Juste pour finir, dites-vous seulement que le gars a atteint ou dépassé 5 fois la barre des 50 points et 49 fois celle des 40 points. Rien que ça. Si seulement Grant Hill et Yao Ming, joueurs avec lesquels il a été associé à Orlando ou Houston, n'avaient pas connu tant de blessures, qui sait s'il aurait pas pu avoir plus de réussite collective. Mais ça, je peux pas le prendre en compte car vous le savez, ce n'est pas sur des what if que je vais faire mon classement. Parlons maintenant de la place 66 avec Dolph Schayes, emblème des Syracuse Nationals, ancêtre des Sixers. 15 ans de carrière dans la même équipe, 12 sélections au All-Star Game, 12 fois All NBA, meilleur rebondeur de la ligue en 1951, champion NBA en 1955, ça vous parle? Mais c'est pas tout, le gars, alors qu'il jouait pivot, était un excellent tireur de lancer franc. Entre 1956 et 1958, il tournait à plus de 90% de réussite et 3 fois il a fini meilleur joueur de la ligue dans cette statistique. Je pense que vous avez capté les bails, inutile de faire faute sur lui si vous vouliez le stopper dans la peinture. En fait, Schayes, en plus d'être un déménageur, était un joueur au toucher impressionnant. Son shoot, surnommé Spoutnik, partait de si haut qu'il était totalement incontrable. Et le pire, c'est qu'il savait le faire main gauche comme main droite. Et ouais, quand on est droitier et qu'on se fracture le bras droit, on apprend à jouer avec l'autre. Sachez également qu'après cette blessure, Schayes a passé 9 ans sans louper un seul match en NBA, soit 706 rencontres consécutives. Je crois qu'on peut dire que le gars est un vrai Iron Man. Malheureusement, plusieurs fois, il échoua de très peu dans la course au MVP et ne remporta jamais ce genre de trophée. Pas grave, il restera à vie le visage de cette franchise des Syracuse Nationals. Maintenant, passons à la place 65. Ah là là, que ça a été mal digéré sur Instagram que j'ose mettre Tony Parker si bas. Sans mentir, ce jour-là, mon téléphone a clignoté toute la journée. Toujours le même message. What? Mais comment as-tu pu mettre Tony si bas? Eh bien, écoutez-moi bien, pour moi, il est clairement à la place qu'il mérite dans ce top 100 all-time. Je ne sais pas si ça vient du fait que la majorité d'entre vous viennent de France ou que certains médias français aient largement amplifié le level de Tony. Mais certains d'entre vous étaient carrément prêts à le mettre dans le top 15, ça me paraît complètement fou. Alors écoutez bien ce que j'en pense. Tony Parker est une légende, c'est clair. Il est probablement le meilleur joueur que l'Hexagone ait pu connaître dans l'histoire. Un mec qui, même s'il n'a pas le palmarès de Pau Gasol, a néanmoins remporté pas mal de médailles en FIBA. Puis évidemment, le meneur de jeu a brillé en NBA aussi. Tipeee a développé des moves signatures comme son flotteur et son spin move et a connu une carrière fabuleuse qui lui a permis de remporter 4 titres, un trophée de MVP des finales et d'être sélectionné 6 fois au All-Star Game. Mais à vous écouter, on dirait qu'il a fait ça tout seul, sans Greg Popovich, sans Tim Duncan, sans Manu Ginobili. Je ne veux pas du tout minimiser l'impact de Tony Parker, soyez-en sûrs, mais dites-vous qu'en 18 ans de carrière, il n'a fait que 2 saisons au-dessus de la barre des 20 points par match. C'est pas forcément ouf pour un gars qui était principalement considéré comme un scoreur. Enfin, au moins à l'échelle d'un top 100 all-time, je veux dire. Alors ouais, son parcours est dingue et Tony Parker est un grand monsieur sur et en dehors du terrain qui a énormément apporté au basket français et même au basket mondial. Mais selon moi, en essayant d'avoir la vision la plus globale possible, difficile de mettre derrière lui les 64 mecs que j'ai mis devant lui. On enchaîne maintenant avec la place 64 et Nate Tiny Archibald, le meneur de jeu de poche passé notamment par les Royals et les Celtics. Lui n'a été qu'une seule fois champion sous le maillot de Boston en 1981, mais quel joueur il était? Sa saison 1972-1973 par exemple est juste mythique. Le gars avec plus de 34 points et 11 caviars de moyenne par match a terminé à la fois meilleur scoreur et meilleur passeur de toute la ligue. Là déjà il y a du level. Malheureusement lui aussi a connu de vilaines blessures. Et lorsqu'il est arrivé dans la Maison Verte en 1978, Tiny a débarqué avec au moins 10 kilos de trop. Autant dire que sur un gars qui ne dépasse pas le mètre 85, ça se remarque tout de suite. Peu importe, car moins vif qu'à son début de carrière, il s'est peu à peu transformé en véritable playmaker. Le mec est devenu la rampe de lancement de ses Celtics légendaires et se régalait à annoncer les systèmes. Un véritable cerveau qui, en plus de remporter le titre en 1981, devint MVP du All-Star Game la même saison. Alors ouais, c'était pas facile franchement de choisir entre Tony et lui. Mais même s'il détient moins de bagues, Archibald, au début des années 70, évoluait selon moi à un niveau bien trop exceptionnel pour
pouvoir passer derrière Parker. Enchaînons avec la place numéro 63 et ce bon vieux Dennis Rodman. Je parlais tout à l'heure de Dikembe Mutombo comme l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire. Dennis Rodman est de la même trempe, sauf qu'en plus, lui fait également partie des tout meilleurs rebondeurs all-time. 7 fois de suite meilleur rebondeur de la ligue avec des saisons à plus de 18 rebonds par match, ça vous dit quelque chose? C'est juste ouf, que ce soit avec les Pistons ou les Bulls, The Worm s'est toujours régalé à faire le dirty work. Rien à battre du scoring, il laissait ça aux autres. Lui, son boulot, c'était de récupérer un maximum de ballons tout en rentrant dans la tête de ses adversaires. Et qu'est-ce qu'il était bon là-dedans? Parlez-en à Karl Malone. Un véritable joueur au caractère bien trempé, qui était capable de sacrifier son corps et qui ne doit pas ses 5 bagues au hasard. Bon, après, j'élude volontairement ses frasques en dehors du terrain, ses états psychologiques instables et ses déclarations parfois inappropriées. C'est dommage car au vu de l'intensité qu'il était prêt à mettre tous les soirs sur le parquet, je pense qu'il aurait mérité plus d'étoiles. Vient maintenant Manu Ginobili pour la place 62. Là, je peux vous dire qu'encore une fois, mon téléphone a failli saturer le jour où j'ai publié ça. Quoi? Tu oses mettre un 6e homme devant Tony Parker? En vrai, je vous comprends, vous y tenez à votre Tony, mais je vais m'expliquer. Déjà oui, Manu Ginobili a été 6e homme pendant la majorité de sa carrière. Sauf que le gars jouait près de 30 minutes par match et reste pour moi l'un des tout meilleurs de l'histoire dans ce rôle. L'Argentin avait un culot monstre, arrivant même à désarçonner Greg Popovich himself par la folie et la vista qu'il mettait dans son jeu, j'adore. Mais parlons de son palmarès international désormais. Ok, je l'ai dit, c'est secondaire tout ce qui ne s'est pas passé en NBA, mais ça a quand même forcément un impact. Déjà, El Manu a mené l'Argentine au titre olympique en 2004, battant les États-Unis en demi, puis les Italiens en finale. Combien de joueurs non-américains peuvent se vanter d'avoir mené leur team jusque-là lors des JO? Sauf que ce n'est pas tout, l'arrière a brillé en Euroleague aussi. Cette compétition, il l'a explosé. 2 fois meilleur scoreur, puis vainqueur et MVP du Final Four en 2001, Ginobili était injouable avec le Kinder Bologne. Alors ok, vous allez me dire que tous ces accomplissements sont secondaires dans un tel top, mais lorsque l'on atteint un tel level, pour moi, ça devient limite prioritaire. Il en ferait presque rougir Tony Parker et Pau Gasol. Mais bon, je ne vais pas retenir que ça non plus, car son passage en NBA fut lui aussi des plus épiques. On se rappellera notamment de sa capacité à créer pour lui et pour les autres, de ses Eurostep, de son jeu up-tempo et de sa capacité à voler des ballons. Il est clairement l'un des meilleurs joueurs internationaux de l'histoire et demeure encore à ce jour le seul joueur avec Bill Bradley à avoir remporté un titre NBA, un trophée en Euroleague et une médaille d'or olympique. Ce truc est hallucinant. Alors ouais, désolé à tous les fans de Tipeee, j'ai décidé de mettre Manu devant lui et je l'assume. Enfin, pour terminer la vidéo, parlons de la 61e place octroyée à Ray Allen. Là aussi, beaucoup le voyaient plus haut. J'avoue, il est bon, il est pour le moment le gars qui a rentré le plus de paniers à 3 points dans toute l'histoire, même si son record ne devrait plus tenir bien longtemps. D'ailleurs, en 2013, il a rentré l'un des paniers primés les plus clutch all-time. Mais bon, Ray Allen, ce n'est pas que ça. Avant de gagner des titres, il fut un franchise player chez les Bucks puis chez les Sonics. Le mec a fait quelques cartons niveau points d'ailleurs, avec un record à 54 unités. Mais en vrai, il était aussi un joueur qui avait de la dynamite dans les jambes. En drive, Jesus, comme l'avait appelé Spike Lee dans son film He Got Game, était clairement capable de dunker sur n'importe qui. Puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'au fil de l'avancement de sa carrière, il a su faire évoluer son jeu. Peu à peu, il a appris à se démarquer, à jouer sans ballon, à développer son endurance et est devenu injouable sur catch and shoot. J'adore les joueurs qui savent s'adapter au fil de l'évolution de leur corps et des époques. Alors pourquoi pas plus haut Ray Allen? Déjà, je trouve qu'il manque de trophées individuels marquants. Ok, il a été 10 fois All-Star, mais à ce niveau-là, ça me suffit plus. Pareil au niveau de ses stats. Il a dominé plusieurs saisons au nombre de 3 points inscrits, mais n'a jamais terminé joueur le plus adroit derrière la ligne. Avec sa meilleure saison à 26,4 points, jamais non plus il a réussi à intégrer le top 5 des meilleurs scoreurs sur une saison. Ça manque un peu de tels accomplissements, je trouve. Et là encore, vous allez me dire, oui, mais il a remporté 2 titres. C'est vrai, mais bon, lui non plus n'était pas tout seul. En 2008, avec Boston, il n'était que l'option 3 offensivement, tandis qu'en 2013, avec le 8, il était surtout un role-player de luxe qui brillait derrière le Big Tree. Alors bien sûr, ça compte ces bagues, notamment au vu de son énorme shoot pour renverser la série face aux Spurs à Miami. Mais pour moi, tout le reste fait qu'il ne mérite pas mieux que la 61e place, qui est déjà un rang très respectable dans ce genre de top 100 all-time. Voilà pour ce qui est des places 80 à 61, voilà pour ce qui est de mon deuxième opus du top 100 all-time. Bon, je vous fais apparaître là le bilan de mes places 61 à 100. J'adore, il y a du lourd déjà et le meilleur reste à venir. Alors voilà, comme d'hab bien sûr, j'attends vos retours dans les commentaires. Comme je le disais, je kiffe vous lire quand vos débats sont argumentés, donc lâchez-vous. Évidemment, je le sais, il y aura plein de désaccords avec ce que je viens de produire. Ça fait partie du jeu et même si je comprends que vous n'ayez pas les mêmes, j'assume complètement mes sélections. Mais bref, vous le savez, tout ça, alors on va pas s'éterniser. Donc, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. En début de vidéo, je vous promettais un concours avec l'association de mon pote d'enfance Edouard Choquet. Déjà lui, j'imagine que vous le connaissez. Joueur pour Fos-Provence, il est à 32 ans l'un des leaders de son équipe en Pro B. Notons également qu'en 2016, il fut champion de France en Jeep Elite avec l'Asvel. Plutôt lourd quand même. Mais plutôt que de faire son éloge aujourd'hui, je veux plutôt parler de son projet, Grandir sous la même étoile. Je vous mets le lien du compte Insta en bas. Edouard a créé son association en 2018. À travers des événements sportifs, comme des tournois de 3-3 par exemple, elle vise à promouvoir l'éducation et la culture auprès des enfants. C'est tellement louable comme initiative. L'objectif est simple,
simple, aider la jeunesse à se donner les moyens de réussir et permettre à tous ces gamins de croire en leurs rêves. Des projets comme ça, moi qui suis éducateur spécialisé de formation, je ne peux que les soutenir à fond. Alors vraiment, go lui donner de la force, je mettrai toutes les infos nécessaires en description. Et puis pour continuer à s'investir, le mieux est de participer au concours que je mets en place aujourd'hui en partenariat avec l'association. Je veux gaver de participation, apportez-nous cette force au moins pour le geste. Vous voyez le t-shirt que je porte, c'est Pic qui l'a produit spécialement pour l'asso. Le produit est hyper quali et ça me fait bien plaisir grâce à Edouard d'en mettre un en jeu dans ma vidéo d'aujourd'hui. Pour pouvoir être tiré au sort et avoir une chance de le remporter, c'est simple. Il suffit juste d'indiquer votre taille en commentaire et de répondre correctement à une question. La voici. Par quelle université est passé Ray Allen, numéro 61 de mon top 100 all-time? Vous avez la réponse, je vous attends dans la section com. Moi, je vous donnerai le nom du gagnant dans une vidéo dès la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ne pas manquer ça, écoutez bien ce que Edouard a à vous dire à ce sujet. Bonjour à tous, c'est Edouard Choquet du Fausse Provence Basket. Je vous invite tous à aller suivre et liker la page de mon pote le 6ème homme. On se connaît depuis tout petit et on a toujours été fans de basket ensemble, donc c'est un grand plaisir de le voir arriver à faire une chaîne YouTube aussi passionnante. Donc allez le suivre à fond et liker, commenter, partager le 6ème homme. Merci mec, on est ensemble. Abonnez-vous à ma chaîne bien sûr et activez la cloche aussi, ce serait vraiment cool. Si vous voulez vous divertir pendant le confinement, c'est encore et toujours sur Basket Info que ça se passe. De nouveaux quiz sortent chaque semaine et ils sont toujours aussi ludiques. N'hésitez pas à me donner vos scores d'ailleurs, ça m'intéresse de voir votre niveau un peu. Pour débattre et échanger avec la communauté, vous connaissez, c'est sur Discord que ça se passe. Je mettrai évidemment les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails. Pour promouvoir la chaîne, mais aussi pour montrer votre soutien envers l'asso grandir sous la même étoile, c'est un énorme pouce bleu que j'attends de votre part. Rien de tel pour nous donner de la force, souvenez-vous-en. À très vite.